Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Et bienvenue, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Alors sommes-nous entrés dans une autre phase de la guerre depuis la violente diatribe de Poutine contre l'Occident? Comment éviter l'engrenage nucléaire? Les nouvelles sanctions qui se préparent encore seront-elles efficaces? Et quelles conséquences énergétiques pour nous en France? En France où l'exécutif, vous le savez, prépare sa réforme des retraites en agitant désormais la menace de la dissolution. Les retraites sont-elles l'urgence alors que les questions régaliennes de sécurité, d'autorité ne cessent de rattraper le président? Voilà pour nos thèmes ce dimanche. Et pour évoquer tous ces sujets, je suis entourée de Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et du penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jordan Bardella, Vladimir Poutine a affirmé que c'était la fin de l'hégémonie occidentale. Il s'est placé dans le rôle du porte-parole du reste du monde, des non-alignés. Que vous a inspiré cette diatribe contre l'Occident ? Je pense que la Russie est aujourd'hui dans une position de faiblesse parce qu'elle est en train de créer autour d'elle les conditions d'un isolement partiel ou relatif sur la scène internationale. On voit que, y compris la Chine, a marqué une prudence dans son vote au Conseil de sécurité de l'ONU sur la reconnaissance des territoires et sur ces référendums dont personne ne peut admettre le résultat. Il y a des États comme la Serbie ou le Kazakhstan qui sont très proches de Vladimir Poutine et qui commencent à mettre, si vous voulez, à faire un pas en arrière. Et à dire que la stratégie dans laquelle est aujourd'hui engagé Vladimir Poutine est une stratégie qui est sans issue. Donc je pense que notre rôle et le rôle de la France, c'est de continuer à trouver les moyens de la paix, à faire en sorte d'apaiser les choses, de calmer la situation. Est-ce qu'on est en train de chercher les moyens de la paix en ce moment, selon vous? Je pense que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, si on élargit un peu à l'Occident au sens large, pourrait faire entrer l'Europe et le monde dans un engrenage qui pourrait être mortifère et extrêmement dangereux parce que moi j'entends la demande du président ukrainien d'intégrer très rapidement l'OTAN. Mais si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, tous les pays de l'OTAN ont un devoir par définition d'assistance à l'Ukraine qui est un pays agressé, qui est un pays en guerre. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait créer les conditions d'une co-belligérance de la quasi-totalité des pays de l'OTAN. Donc je pense que cette candidature est malvenue, qu'elle n'est pas souhaitable. Mais je pense que là encore la France a raison. Je pense qu'elle n'est pas souhaitable et qu'il faut encore une fois faire en sorte de trouver les conditions de la paix. Mais je veux dire, l'histoire est tragique, mais il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. On s'aperçoit que les sanctions qui ont été prises, il y a des sanctions qui marchent, les sanctions sur les semi-conducteurs, les sanctions bancaires, les sanctions sur les oligarques, mais on voit que les sanctions énergétiques qui ont été prises peuvent être parfois plus douloureuses pour le peuple français et pour les peuples d'Europe qui voient l'inflation exploser dans nos sociétés et dans leur économie. Et pendant ce temps-là, la Russie continue à s'enrichir. Alors vous parlez de la paix, mais quel peut être le visage de la paix dans les circonstances? Est-ce que ça implique des concessions mutuelles, d'accepter en dernière instance le rattachement des territoires à la Russie, le débarquement de Vladimir Poutine comme le demande M. Zelensky? Quel peut être le visage de la paix aujourd'hui? Non mais il faut être sérieux. Je pense que ces deux hypothèses ne sont pas sérieuses. Je veux dire, ces référendums-là qui sont organisés, on ne peut pas admettre le résultat de référendums qui sont organisés alors que le sang coule encore, alors qu'on est en zone de guerre et alors même que la souveraineté d'un État a été violée. En vérité, la Russie cherche à utiliser l'expression démocratique par excellence, qui est le référendum, pour légitimer l'agression de l'Ukraine. Donc je pense que, évidemment, ces référendums ne doivent pas être reconnus, parce que là encore, ils se font en violation de tous les principes démocratiques. Et on sait qu'il y a une grande partie de la population qui, dans ces régions, plutôt de tendance pro-ukrainienne, a d'ores et déjà fui devant les attaques russes. Mais alors qu'est-ce qu'il faudra faire dans quelques temps? Est-ce qu'il faudra risquer un affrontement global et direct en soutenant l'Ukraine pour qu'elle puisse les reconquérir, ces territoires aujourd'hui annexés? Jusqu'où faut-il aller dans ça veut dire quoi, logique? soutenir Enfin, je veux dire, nous on était favorable à ce qu'il y ait une aide qui soit faite au niveau des réfugiés, une aide humanitaire qui se mette en place de la part de la France, à ce que la France puisse livrer des armes défensives, mais certainement pas des armes offensives, parce qu'à partir du moment où la France se mettrait à livrer... Mais c'est normal, parce que c'est extrêmement subtil. À partir du moment où la France se mettrait à livrer des armes offensives à l'Ukraine, la France se placerait de facto en position de co-belligérante. Or, est-ce que les Français souhaitent aujourd'hui voir la France et la Russie, qui sont deux puissances nucléaires, entrer mutuellement en guerre? La diplomatie française a été... Les Américains livrent, c'est aussi une guerre. Oui, mais les Américains poussent aux tensions depuis des années dans la région. Je veux dire, l'élargissement de l'OTAN était aussi, quoi qu'on en dise, dans cette région, un facteur de tension, alors même que les accords implicites tacites qui avaient été passés à l'effondrement de l'URSS au tout début des années 90 prévoyaient, si vous voulez, une non-extension de l'OTAN sur les frontières de la Russie. Donc, si vous voulez, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, il y a un deuxième volet, c'est le non-respect des accords de Minsk.
il y a des accords de Minsk qui avaient été mis en place et qui auraient dû être respectés, là encore, des deux côtés. Nous en sommes très loin. J'ai l'impression que vous reprenez un petit peu le narratif que vous aviez il y a quelques mois. Vous croyez qu'il prévaut encore aujourd'hui? Parce que la question aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas entré dans une autre phase de la guerre? C'est-à-dire depuis les territoires annexés, depuis ce qui s'est passé, le sabotage des gazoducs Nord Stream, vous avez vu qu'il y a également le leader, comment s'appelle Exactement, qui appelle à aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a un risque d'engrenage? Bien sûr qu'il y a, mais attendez, mais bien sûr qu'il y a un risque d'engrenage. Je veux dire, jusqu'où? Oui, mais je pense qu'il y a un risque d'engrenage. Et je pense que les menaces d'utilisation, d'armes nucléaires, en tout cas de frappe tactique, doivent être prises extrêmement au sérieux. Donc, si vous voulez, voilà je pense que là, il y a un risque d'engrenage qui est évident. Maintenant, on s'aperçoit que les sanctions qui ont été prises aujourd'hui n'enrayent pas la guerre. Mais que l'énergie, les hydrocarbures qui ne sont pas vendus par la Russie à l'Europe parce que l'Europe prévoit de ne plus en acheter, et ça encore c'est extrêmement hypocrite parce que le pétrole qu'on n'achète pas à la Russie, on achète du pétrole russe qui transite par l'Inde ou par l'Iran qui nous revend beaucoup plus cher. Mais on s'aperçoit que ce qui n'est pas vendu à l'Europe est vendu à la Chine, est vendu à l'Inde, est vendu à l'Égypte. Donc la réalité est beaucoup plus complexe que cela. Attendez, vous dites que la Russie s'est adaptée, en tous les cas qu'elle a contourné nos sanctions, qu'elle s'est adaptée. Elle nous a remplacés par d'autres vraiment grandes évidemment, puisque 80% du monde continue à commercer. Alors, 80% c'est relatif, mais 80% du monde continue à commercer avec la Russie. Les revenus d'hydrocarbures de la Russie ont augmenté de 40% par rapport à l'an dernier. Les excédents commerciaux russes ont été multipliés par 2 par rapport à l'an dernier. Donc, si vous voulez, moi je dis attention à ne pas se tirer une balle dans le pied. Mais encore une fois, en l'état actuel des choses, la question qui se pose, c'est la reconnaissance ou non de ces référendums. Et ces référendums sont une farce qu'il convient évidemment de dénoncer. Et cela va de soi, mais le problème est le suivant. Je vous soumets le problème, vous me dites si je comprends bien votre position. Vladimir Poutine dit, lui, les référendums, il les reconnaît à tout le moins. Et il considère que s'il y a une tentative de reconquête des territoires annexés, c'est la Russie qui sera agressée. Et pour lui, ce ne sont pas les Ukrainiens qui attaquent, ce sont les Occidentaux. Dès lors, est-ce qu'il faut soutenir les Ukrainiens qui cherchent à reconquérir leur propre territoire si Poutine lui-même dit ce sont les Occidentaux et là j'ai le droit de me défendre avec l'arme nucléaire? Mais vous voyez le problème. Soutenir l'Ukraine, c'est ce que fait l'OTAN au sens large et c'est ce que fait la France depuis maintenant plusieurs mois. Je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais si vous voulez, c'est pas. Non, mais attendez, mais juste. Est-ce qu'il y a une ligne rouge? C'est pas un. Enfin, pardon, mais c'est pas un match de foot. C'est pas un camp qui doit écraser l'autre. Je veux dire, les conditions qu'il faut chercher sont celles de la paix, sont celles du cessez-le-feu. Et il y a des sanctions qui auraient pu fonctionner sur la Russie pour effondrer ses revenus d'hydrocarbures qui n'ont pas été faites. Vous savez qu'on défendait, nous, un grand accord entre tous les pays exportateurs de gaz. On sait que 40% du gaz qui arrive sur le territoire européen est du gaz russe. Il aurait convenu pour tous les pays exportateurs de gaz, les autres, je pense à l'Algérie, je pense à la Grande-Bretagne, je pense aux Pays-Bas, par exemple, de se mettre d'accord et de vendre sur le marché international le gaz au prix qu'ils le vendaient depuis ces 2 dernières années. Ce qui aurait permis d'effondrer les super profits de la Russie. Or, tout cela n'a pas été fait. Augmenter leur production comme ça du jour au lendemain, vous savez bien. Ces pays ne peuvent pas augmenter leur production à due concurrence de la production. Mais le sujet n'est pas l'augmentation de la production. Le sujet, ce sont les super profits qui sont faits aujourd'hui. Parce que voyez bien que le prix des matières premières, dans la dimension dans laquelle les prix ont flambé, c'est bien parce que derrière, il y a des profiteurs de guerre. Et vous savez très bien que la Russie, si elle vend beaucoup moins de pétrole aujourd'hui, elle le vend beaucoup plus cher. Donc, pardon, mais je pense moi aussi aujourd'hui à l'intérêt du peuple français, à l'intérêt des miens, qui voient aujourd'hui peser sur eux une crise énergétique majeure, qui n'est pas de la responsabilité du conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça aussi il faut le dire, mais des choix cataclysmiques qui ont été faits par la France, notamment en matière de sabotage nucléaire. Maintenant, sur le sabotage de Nord Stream, si vous voulez, je suis pas devin et je n'ai pas plus d'informations. En réalité, Jordan Bardella, parce que là nous arrivons vraiment à un moment paroxystique de la crise énergétique, c'est de savoir, vous, de votre point de vue et du point de vue du Rassemblement national, est-ce qu'on met d'abord en avant, j'allais dire, les problématiques énergétiques des Français, ou est-ce que c'est la défense, certains disent des valeurs, à travers le soutien de l'Ukraine? Qu'est-ce qui prévaut? Qu'est-ce qui est prioritaire selon vous? Enfin, pour moi, la première des valeurs, c'est de faire en sorte que les Français qui sont aujourd'hui pris à la gorge puissent se chauffer cet hiver. Et parce que la morale, les valeurs, c'est très beau, mais ça passe généralement après l'intérêt du peuple français. Or, aujourd'hui, les choix qui ont été faits en matière énergétique, de sabotage de la filière nucléaire, la baisse des investissements dans la filière, qui est due à la fois à François Hollande et Emmanuel Macron, fait peser sur les Français un risque majeur de pénurie durant les prochains mois. Votre position était-elle toujours aussi claire sur le nucléaire il y a quelques années? Elle a toujours été extrêmement... Parfois, il faut mieux assumer les erreurs et aller vers... Elle a toujours été extrêmement claire. Il y a eu, je vais vous répondre, un durcissement de l'opinion à l'égard du nucléaire. Un mois après, pardon, je sais à quoi vous faites référence. Vous faites référence à un entretien de Marine Le Pen dans lequel elle disait qu'à terme, il fallait
les siècles qui viennent, trouver des alternatives au nucléaire. Sauf que nous ne les avons pas. Et qu'il y avait, du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy, un consensus pour dire que le nucléaire était un atout français pour la compétitivité des entreprises et pour la souveraineté de la France. Les patrons nous disent quoi? Moi, j'ai rencontré avant-hier dans le Vaucluse le patron d'un grand groupe de recyclerie de papier. Sa facture annuelle d'énergie est passée en 2 ans de 4 millions d'euros à 24 millions d'euros. Donc les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus faire face. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont contraintes, c'était le cas de la verrerie Duralex, de mettre leur production à l'arrêt parce qu'ils craignent de ne pas pouvoir assumer les dépenses cet hiver. Il y a des mesures à prendre, je note qu'elles ne sont pas prises. Vous savez que nous demandons notamment à ce qu'on sorte du marché européen de l'électricité pour plafonner les prix et faire en sorte que les prix du gaz ne soient plus corrélés sur ceux de l'électricité, alors même qu'en France, 92% de l'électricité qui est produite n'est pas produite à partir de gaz. C'est une réforme il faut sortir. Qui est prévue, pas assez rapide. Que le gouvernement français, sur lequel le gouvernement français pousse, oui. Ah bon? Bien sûr. Ah ben ça fait à peu près. Je l'ai entendu, mais je l'ai pas vu. Mais ça fait à peu près 1 an que Emmanuel Macron et Monsieur Le Maire promettent cela. Or, je note que l'Espagne et le Portugal sont immédiatement sortis du marché européen de l'électricité et aujourd'hui se fournissent à des prix énergétiques et notamment en matière d'électricité qui sont 3 fois plus faibles que les prix de la France. Ça, c'est ce qu'attendent aujourd'hui beaucoup de chefs d'entreprise qui sont extrêmement inquiets. Et puis pour les ménages, vous savez que nous réclamons la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'essence, le carburant, l'électricité, le gaz, évidemment le fuel qui est souvent l'oublié du bouclier énergétique. Essentiel évidemment parce que c'est l'une des préoccupations, sinon la préoccupation en ce moment. Une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews avec notre invité Jordan Bardella. Et notre invité ce dimanche, le président du Rassemblement national Jordan Bardella. Nous allons parler évidemment de la crise énergétique. Une question simplement sur ce que vous avez dit récemment Jordan Bardella. Est-ce que là en direct, si je dis que votre parti a des liens avec la Russie, vous me faites demain un procès en diffamation? Je n'ai jamais dit ça. Voilà. On a caricaturé vos propos? Oui. Bon, on a voulu, bien sûr, en sachant pertinemment quel a été le sens de mes propos. J'ai dit que le Rassemblement national poursuivrait désormais pour diffamation ceux qui insinuent que nous, comme parti d'opposition, avons touché des pots de vin de la part de la Russie parce que c'est profondément diffamatoire. Et je pense qu'en réalité, en cherchant à accuser l'opposition d'être payée par l'étranger, je pense que le gouvernement et la majorité cherchent à dissimuler ses propres turpitudes. Et qui a dit cela? Qui a dit que vous receviez des pots de vin de la part de la Russie? Les gens de la majorité, monsieur Séjourné, les députés de la majorité qui tous les jours ont que ça à faire d'ailleurs sur Twitter toute la journée pour tweeter. Référence au prêt que vous aviez contracté, c'est toujours cette histoire. Écoutez, je ne sais pas, il faut les inviter, il faut leur demander. En vérité, écoutez, je vais vous dire, je pense que le parti de l'étranger, c'est eux. Voilà, parce que ça fait maintenant des années que McKinsey, Uberfile, la vente d'Alstom aux Américains de General Electric, le parti politique européen d'Emmanuel Macron, anciennement appelé la LDE, qui était financé par Google, Bayer Monsanto, Microsoft, les députés de En Marche qui ont été épinglés pour des liens avec la Chine, les liens de la classe politique avec le Qatar. Donc moi, je n'accepte pas qu'on mette en cause la probité, l'intégrité et mon patriotisme parce que le gouvernement cherche à dissimuler ses propres échecs. Ceux qui ont, dans la classe politique française, relié la France à la Russie, qui ont bâti Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ça n'est pas le Rassemblement national, c'est eux. Donc ils cherchent à nous discréditer en disant qu'il faut une commission d'enquête sur les ingérences russes dans la vie politique. Nous disons banco. Et d'ailleurs, avec Jean-Philippe Tanguy, qui est député à l'Assemblée nationale, nous avons déposé, il a en tout cas déposé une demande de commission d'enquête de tous les types d'ingérence dans la vie politique française et pour tous les partis politiques, parce que je pense que, en tout cas, La République En Marche est sous influence étrangère. Et vous êtes prêt à répondre à toutes les questions sur d'éventuelles relations et plus sur la Russie? Mais écoutez, on est d'autant plus près que ça fait 50 ans qu'on existe, bientôt dans 4 jours, le Rassemblement national, et qu'on est matin, midi et soir lasérisé. Donc, nos comptes n'ont de secret ni pour les journalistes, ni pour les fonctionnaires de Bercy. Donc, je peux vous assurer que nous n'avons strictement rien à cacher et que je pense que vous avez remboursé toutes vos dettes et à je l'égard des pense Russes. que alors non, attention, on parle pas de la même chose. Nous avons contracté en 2015 un prêt pour financer, vous le savez, les élections régionales à une banque tchéco-russe à un taux d'intérêt de 6%, qui depuis est une banque qui a fait faillite. Donc je pense que si elle était liée au Kremlin, a priori en Russie, une banque n'aurait pas fait faillite. Mais nous avons contracté un prêt auprès d'une banque étrangère parce qu'aucune banque française ne souhaitait nous prêter de l'argent. Parce qu'aucune banque européenne... toujours de l'argent. Si vous voulez, ce système qui consiste pour eux
à nous empêcher de trouver des prêts et des établissements bancaires en France qui acceptent de nous prêter pour faire le jeu de la démocratie, pour ensuite nous reprocher d'aller le chercher à l'étranger et d'une hypocrisie totale. Donc le Rassemblement national a des dettes que nous remboursons et que nous aurons l'occasion de rembourser en quasi-totalité dans les prochains mois. Mais si vous voulez, je n'accepte pas qu'on dise que le parti d'opposition, le premier parti de France que nous sommes aujourd'hui, est payé par l'étranger ou reçoit des pots de vin de la part d'États étrangers. Puis si vous voulez, il faut que la classe politique soit un peu humble, parce que le premier chef d'État à avoir été reçu par Emmanuel Macron quand il a été élu, c'est Vladimir Poutine, à Versailles. Voilà. En tant que chef d'État, Emmanuel Macron, la Russie, président de la République, vous avez d'ailleurs, dans mon souvenir, vous aviez félicité cette initiative. Mais attendez, Marine Le Pen aspire à être présidente de la République. Je veux dire, elle a été 3 fois. Non, mais attendez, elle a été amenée. Mais disons les choses. Elle a été amenée à rencontrer Vladimir Poutine, mais elle a été amenée à rencontrer le Premier ministre polonais. Donc on peut pas dire qu'il y ait un lien d'amour très fort aujourd'hui entre les dirigeants polonais et les dirigeants russes. Le Premier ministre hongrois, des ministres italiens, le président du Tchad, des élus égyptiens. Donc si vous voulez, quand on aspire à être président de la République française, on n'est pas un va-t-en-guerre. Voilà, donc on noue des liens avec toutes les grandes puissances du monde qui peuvent être à la fois des amis, des concurrents et parfois des adversaires et des opposants. Jordan Bardal, nous allons parler de la crise énergétique, de l'inflation. Simplement, une question périphérique l'est-elle? Je ne sais pas, parce que tant de responsables veulent donner l'exemple aujourd'hui sur des gestes en faveur de plus de sobriété. Il y a le col roulé de Bruno Le Maire, un peu d'humour, Elisabeth Borne en doudoune, etc., etc. Je vais vous citer tout ça. Est-ce que vous aussi, vous avez un geste de prédilection, ou est-ce que vous trouvez cela un peu dérisoire? Non, moi je ne suis pas hypocrite, je trouve ça ridicule. La sobriété, ça n'est pas une politique. Et en fait, la sobriété, c'est les appels au secours des conséquences des gens qui sont au pouvoir. Parce que Madame Borne et Monsieur Macron, c'est eux qui ont fermé Fessenheim. C'est eux qui ont abandonné le projet Astrid. C'est eux qui ont vendu nos turbines et nos réacteurs aux Américains de General Electric. C'est eux qui, sous la pression des Verts, se sont soumis à l'effondrement de ce grand atout français qui était le nucléaire et qui garantissait notre indépendance. On parle souvent de transition énergétique, mais par le nucléaire, la France avait fait sa transition énergétique, puisque grâce au nucléaire, elle disposait d'une énergie qui était une énergie quasiment décarbonée et qui est peut-être l'une des plus propres en Europe. Ouais. Il y a quelques jours, la France vient d'inaugurer un parc éolien en mer. Ouais. Marine Le Pen a toujours dit qu'elle était contre les éoliennes. Est-ce que dans la crise actuelle, énergétique actuelle, il ne faut pas au contraire, j'allais dire, faire feu de tout bois et utiliser ce type d'énergie qui est une énergie souveraine? Mais qui est une énergie qui, d'abord, n'est pas efficace, parce qu'on sait qu'un quart du temps, les éoliennes tournent à vide et que l'énergie ne se stocke pas. On est obligé de brader cette énergie à l'étranger. Permettez-moi de vous rappeler que... alors j'ai vu le chiffre, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais pour avoir l'efficacité d'un seul réacteur de Fessenheim, je crois qu'il faut 600 éoliennes en mer, comme on en voit aujourd'hui à l'image. Et puis c'est une catastrophe pour nos paysages, ça ruine la diversité. Je peux vous dire que les gens qui voient autour d'eux s'installer des éoliennes sont vent debout contre ces projets, parce qu'ils voient le prix du foncier baisser de 20 à 30%, parce que les agriculteurs voient des modifications de la vie animale et des conséquences sur la vie de leur... Non mais alors parlons des pêcheurs. Je peux vous dire que les pêcheurs sont vent debout contre les éoliennes, parce qu'on est en train aujourd'hui de faire disparaître la pêche dans notre pays, et des projets comme celui-ci vont évidemment accélérer sa disparition. Donc l'urgence, c'est de relancer aujourd'hui la filière nucléaire, c'est de faire le grand carénage. C'est ce que dit nous défendons notamment. Mais le gouvernement le dit après avoir fait exactement le contraire. Ils mettent le nucléaire à l'arrêt. Je vous rappelle qu'on a 55% du parc nucléaire français qui est aujourd'hui à l'arrêt, et ils viennent nous dire ensuite il faut rouvrir des centrales nucléaires. Non, écoutez, je vous renvoie c'est pas le gouvernement qui met à l'arrêt les réacteurs. Si, c'est le gouvernement. Je vous renvoie à l'entretien devant le MEDEF de M. Lévy, qui a été le patron d'EDF, et qui dénonce les politiques catastrophiques qui ont été menées à l'égard du nucléaire sous la pression des Verts et sans la moindre raison. Parce que si vous voulez, ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que le nucléaire a été effondré en France sans aucune raison. Simplement sous la pression des Verts. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne a sabordé sa propre filière nucléaire. Elle est aujourd'hui contrainte de rouvrir des centrales à charbon qui sont évidemment beaucoup plus polluantes. Et quand je vois qu'en France, alors que on parle de pénurie et de sobriété, on se met à vendre du gaz à l'Allemagne pour cet hiver... Mais encore une fois, tout est fait en dépit du bon sens. L'autre grande question qui traverse l'actualité en ce moment, c'est la réforme des retraites, évidemment. Et le gouvernement a annoncé qu'il n'utiliserait pas finalement le passage en force pour imposer cette retraite. C'est finalement la bonne chose à faire? Écoutez, la retraite, c'est pas de la comptabilité.
Voilà, le gouvernement cherche 9 milliards en réalité dans les comptes publics et nous place à chaque fois dans des équations impossibles. Voilà, avec eux, c'est la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire qu'on nous dit, il faut faire la réforme des retraites pour qu'on dégage 9 milliards d'euros pour pouvoir augmenter le salaire des enseignants. C'est Gabriel Attal qui l'a dit. On nous place à chaque fois devant des équations impossibles. Il y a eu un rapport, qui est le rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui a été mis à jour il n'y a pas longtemps. Chacun le lit comme il veut, ce rapport. Moi, je l'ai lu. Chacun nous dit, oui, finalement. Alors, selon vous, quelles sont les conclusions? On nous dit d'abord, écoutez, j'ai le compte rendu. On nous dit d'abord que le système est excédentaire de 3 milliards en 2021 et en 2022. Donc, a priori, à court terme, il n'y a pas de menace imminente. Deuxièmement, on nous dit qu'à l'horizon 2050, les dépenses de retraite vont se stabiliser à hauteur de 0,5% du PIB. Donc, en vérité, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la retraite... Le rapport parle de 25 ans de déficit. Est-ce que la retraite de 0,5% du PIB, et d'ailleurs le Conseil d'orientation des retraites, j'ai repris ça d'un article de vos confrères, s'oppose à l'idée que le système actuel n'est pas soutenable. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui en France, dans un grand pays, au grand modèle social comme le nôtre, est-ce qu'on est prêt à dégager chaque année 9 milliards d'euros pour sauver le système des retraites et pour permettre à des millions de Français qui aujourd'hui sont extrêmement inquiets de cette réforme et se demandent là, en ce moment même, comment est-ce qu'ils vont faire pour travailler jusqu'à 62 ans. Moi, je pense que la retraite, c'est un choix de société. Et je pense qu'on doit pouvoir, dans les comptes de l'État, trouver 9 milliards d'euros pour pouvoir permettre à tous ces millions de Français qui font des métiers difficiles, qui travaillent dans la rue, qui travaillent dans le BTP, qui font ces métiers de force, de pouvoir partir à la retraite sans avoir le dos cassé ou les bras cassés. Est-ce que la question des retraites, c'est une question technique? C'est un vrai problème? La réforme des retraites, c'est nécessaire? Ou finalement, ce sont des ajustements techniques? Mais ce n'est pas des ajustements techniques parce que c'est un choix de société. Moi, je pense que quand vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans, vous devez pouvoir partir à la retraite à 60 ans et 40 annuités. Au-delà, oui, enfin les dispositifs qui sont extrêmement complexes, vous cochez jamais la bonne case. Vous voyez, moi j'ai beaucoup de gens dans ma famille qui sont concernés, qui ont fait des métiers très difficiles, ma mère en premier. Vous êtes jamais dans les bonnes cases pour pouvoir partir de manière anticipée et plutôt à la retraite. On n'imagine pas un marin pêcheur, on n'imagine pas un charpentier travailler jusqu'à 65 ans. Donc tout cela est une pure folie. La France a un système qui est quasiment unique en Europe. Là encore, c'est cette troisième voie. Ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui travaillent pas. On dirait que vous dites que ça va bien, qu'on peut rester le statu quo et qu'on verra un peu plus tard 9 milliards, si vous trouvez que c'est... je sais pas, moi, le Conseil d'orientation des retraites, manifestement, nous dit que le système des retraites n'est pas menacé. Voilà, et que le système n'est pas insoutenable. Mais il nous parle de l'horizon 2050. C'est pas ce qu'il dit. Il parle de 25 si on veut ans de trouver déficit, je suis désolé, 9 milliards d'euros... C'est pas ce que dit le Conseil d'orientation des retraites. Il y a un problème de financement en France, ça c'est un de fait. combien? Du fait de l'allongement de la durée de vie. Combien? On est un des pays où le temps passé à la retraite est le plus long, un des pays où c'est le plus long au monde. Non mais monsieur, le déficit est de combien? La question c'est est-ce qu'il ne faut pas à un moment alléger le fardeau des générations plus jeunes comme vous? Le déficit est de combien? On cherche quoi? 9 milliards? Alors, les aides sociales qui sont versées aux étrangers, c'est 12 milliards en France. Donc, s'il faut aller faire gouverner, c'est choisir. Vous voyez? Et moi, je ne conçois pas qu'en France, aujourd'hui, quand vous avez plus de 65 ans, vous arrivez en France, vous n'avez jamais travaillé, vous bénéficiez de 954 euros de retraite. Vous voyez? Et quand pendant de l'autre, j'entends des retraités qui nous disent on vit avec 8 euros par jour, je pense que gouverner, c'est choisir. Donc, le simple fait de réserver les prestations sociales aux Français permet de dégager 12 milliards d'euros dans les caisses de l'État. C'est choisir. Jordan Bardella, choisir aussi entre des urgences et des priorités. Nous venons de parler de l'énergie des retraites. Il y a aussi d'autres questions prégnantes vraiment pour l'opinion. La sécurité, la délinquance, avec récemment des faits graves à Nantes ou à Grenoble. On va encore en parler. À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Et avec Mathieu Bocoté et Nicolas Barré, nous recevons ce dimanche le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Après un mois de cavale, le prédicateur Imam Iqiyoussen, qui a tenu, on le rappelle, des propos antisémites et homophobes, a donc été arrêté en Belgique. Il devrait être remis quand même aux autorités françaises. J'imagine que vous vous félicitez de cet épilogue. Est-ce que c'est à mettre au crédit de Gérald Darmanin? Non mais cette affaire est l'illustration de l'effondrement de l'État. Le ministre de l'Intérieur a passé, parce qu'on est passé un peu vite sur cette affaire, il a passé l'intégralité de l'été, c'est-à-dire du 1er juillet au 15 août, à nous dire vous allez voir ce que vous allez voir, on va expulser un imam radical. Au moment où il se décide à expulser l'imam radical, l'imam est introuvable. C'est-à-dire qu'en France aujourd'hui, on vous court après quand vous n'avez pas coché la bonne case sur l'attestation quand vous allez faire vos courses.
On arrive à faire voler des drones dans les piscines pour vérifier chez vous si vous avez bien déclaré le bon métrage à la municipalité, mais on n'est même pas foutu de surveiller l'ennemi public numéro 1, qui est un imam radical connu pour ses prêches antisémites, racistes, homophobes, d'hostilité vis-à-vis de la France et de la République française. C'est l'illustration de l'incapacité de l'État à protéger les Français. Et pendant qu'on parle 1 mois et demi à parler de l'imam Iqiysen, on a de l'autre des dizaines et des dizaines de fichiers S, de clandestins sous OQTF qui déambulent là, à Paris, autour de nous, dans toutes les grandes villes, et qui, comme à Nantes, commettent des viols, des agressions. Et je pense bien sûr à cette femme qui a été agressée par 3 Soudanais dans les rues. Alors qui était en situation régulière. Hein. Ce que je veux dire, oui, mais pourquoi ils étaient en situation régulière? Ça, c'est une question que vous posez. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que viennent faire des Soudanais aujourd'hui chez nous? C'est-à-dire s'ils sont en situation régulière. Non mais d'accord. Mais donc vous voulez conditionner. Soyons précis. Vous voulez conditionner par exemple la reconduite des cartes de séjour s'il y a quelque chose sur le casier judiciaire. C'est ça que vous proposez? Mais je pense que quand vous arrivez dans un pays, vous en respectez la culture, les modes de vie, les coutumes, et surtout vous en respectez les lois, et accessoirement vous respectez l'image que nous faisons en France des femmes. Et moi je veux dire à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, ne vous habituez jamais à cette violence, ne vous habituez jamais à regarder derrière vous quand vous marchez dans la rue, ne vous habituez jamais à changer votre tenue, à changer votre maquillage, à retirer vos écouteurs quand vous êtes dans les transports, parce que tout cela c'est la conséquence directement du laxisme de la justice. C'est la conséquence des faiblesses des gens qui sont au pouvoir, qui ont le verbe haut quand il s'agit d'être devant les caméras de télévision, mais qui ont la main molle. Donc il faut expulser tous les délinquants et criminels étrangers, tous sans exception. Il faut que le droit d'asile soit largement réformé et que l'asile, comme l'a fait le Danemark, soit traité dans des pays tiers, c'est-à-dire dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ, parce qu'on est incapable sur le territoire français de distinguer qui relève de l'asile ou qui n'en relève pas. Et donc tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. La France est devenue l'hôtel de toute l'Afrique, et c'est devenu un guichet social pour la terre entière. Donc maintenant, stop. Les Français doivent reprendre le contrôle, et je note qu'en la matière, nous sommes les seuls, et nous serons les seuls dans le projet de loi immigration que va présenter le gouvernement, qui est extrêmement inquiétant. Parce qu'Emmanuel Macron dit on va accélérer la répartition des migrants dans les villages français. Mais est-ce que vous croyez que dans le fin fond de la Creuse ou de la Corrèze, ils ont envie d'avoir la Porte de la Chapelle ou la Seine-Saint-Denis? Eh bien moi je ne le crois pas, et c'est pour ça que nous demandons un référendum sur la question de l'immigration, parce que les Français ont le droit de décider qui entre ou qui sort de leur territoire. Deux petites questions toutes simples. La première, vous dites les Français ne doivent pas s'habituer, les Françaises notamment, à tout cela. Pourtant, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elles sont en train de s'y habituer, c'est-à-dire à voir ça comme un état de fait? Chacun finalement prend en charge sa propre sécurité, mais ne croit plus au collectif, Et deuxièmement, lorsqu'on présente ces événements comme des faits divers à répétition, est-ce que le simple fait de les qualifier de faits divers ne revient pas à les banaliser, à leur faire perdre leur portée politique? Ce ne sont pas des faits divers, ce sont des faits de société. Vincent Trémollet, journaliste au Figaro, signé un édito il y a quelques semaines dans lequel il évoque une barbarie d'atmosphère. Quand vous avez une agression gratuite toutes les 44 secondes en France, c'est un chiffre qui a été donné par Maurice Berger, quand vous avez 200 viols par jour, quand vous avez un refus d'obtempérer, et il y en a eu à Nantes, en plus de ce viol, en plus de ce jeune qui a été agressé au couteau pour une cigarette refusée, on est là dans un ensauvagement de notre société. Maintenant, il ne s'agit plus d'avoir des mots. Les mots, ils sont mis, et les Français voient bien cette réalité-là et voient tous ces faits toujours plus violents, comme cette grand-mère qui a été agressée. Arrêtons sur Nantes, par exemple. On en a beaucoup parlé. Est-ce que pour vous, c'est de la responsabilité de la mairie? Parce qu'on sait, par exemple, que la police municipale à Nantes ne travaille pas, et c'est un choix politique, à certains moments de la semaine, pas le dimanche ou pas après minuit dans la semaine. Ou est-ce que ça relève de l'État? Parce que chacun se renvoie la patate chaude. Est-ce que vous n'êtes pas là en train d'incriminer le gouvernement, alors que c'est de la responsabilité, par exemple, de la maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland? Mais vous allez dire les deux mots. Madame Rolland et Monsieur Dupond-Moretti pensent la même chose. Ce sont des gens qui partagent depuis 30 ans l'angélisme de la gauche. Ce sont des gens qui considèrent qu'il ne faut pas armer les polices municipales. Ce sont des gens qui considèrent qu'il y a toujours une excuse à l'agression, au viol et à la délinquance. Ce sont des gens qui considèrent que l'incarcération ne doit pas être une norme, mais une exception. Une excuse au viol? Moi, je pense... Vous pensez que Monsieur Dupond-Moretti... Il y a un climat, il y a un climat à la fois d'angélisme et de culture de l'excuse. C'est jamais de leur faute.
Je veux dire, les Français qui nous regardent savent très bien que à chaque fois qu'on commet un crime ou un délit, on va vous dire que c'est jamais de votre faute et que la justice sera systématiquement du côté des agresseurs et jamais du côté des victimes. Les policiers nous disent quoi? Ils nous disent d'abord à Nantes, le commandant de police qui témoignait l'autre jour sur une chaîne d'infos qui est concurrente, donc je vais vous faire l'élégance de ne pas la citer, disait il y a 50% de la délinquance dans la ville qui est une délinquance étrangère. On sait d'où elle vient, cette délinquance. Elle vient dans les grandes villes de ce qu'on appelle les mineurs étrangers non accompagnés, qui sont généralement ni mineurs ni isolés, qui viennent en France, qui se font passer pour des mineurs pour bénéficier de l'aide sociale à l'enfance et qui ont généralement 30, 40 ou 50 ans. À ce sujet, Jean Bardella, la maire de Nantes dit qu'il faut monter d'un cran. Je vais vous dire. Mais elle dit, attention de faire le lien entre immigration et délinquance, ce serait une forme de stigmatisation. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais écoutez, il n'y a plus personne qui ne nie le lien aujourd'hui. Je veux dire, c'est l'éléphant au milieu de la pièce que personne ne voit par le Rassemblement national. Donc, la quasi-totalité de la délinquance de rue dans notre pays est liée à l'immigration. Nous subissons aujourd'hui une violence qui est importée. La première mesure à prendre, la première des politiques à mettre en œuvre pour protéger les Français, pour protéger les femmes, pour protéger les jeunes, pour protéger les personnes âgées, c'est d'arrêter l'immigration, c'est d'expulser tous les étrangers clandestins, 900 000 d'après M. Stefanini. Vous souhaitez un référendum là-dessus. Dans l'idéal, pour vous, comment serait formulée la question? Voulez-vous... Mais en fait, la question est très simple. Voulez-vous continuer d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année dans votre pays? Nous, on proposait encore mieux. On proposait de soumettre à référendum notre projet de loi sur l'immigration pour rendre ce projet de loi inattaquable par des juges souvent orientés à gauche qui passent leur temps à multiplier, à accompagner la multiplication des recours, ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes quasiment rendu inexpulsable. Même le motif climatique est reconnu aujourd'hui. On considère qu'il y a un problème climatique dans votre pays, on ne peut pas vous renvoyer. Le simple fait pendant la crise sanitaire pour les clandestins de refuser eux-mêmes de faire un test PCR faisait qu'ils restaient sur le territoire national à la charge de l'État. Donc il faut traiter l'asile dans les ambassades et les consulats des pays de départ. Il faut expulser tous les fichiers S, parce que pour vous répondre, on parlait des radicalisés, 4500 individus radicalisés, il faut les renvoyer dans leur pays de départ. Les fichiers S pour radicalisation, attention, parce que les fichiers S ne sont vous pas... avez pour radicalisation. Et si les pays de départ ne veulent pas les reprendre, alors il faut engager le bras de fer diplomatique, il faut menacer de suspendre les visas. Avec l'Algérie que vous avez cité tout à l'heure pour son gaz. Ça va être compliqué, Monsieur Bardella. À un moment, est-ce qu'il n'y a pas la réelle politique? Vous dites oui, il faut faire pression sur l'Algérie, et vous nous avez dit en début d'émission, on a besoin du gaz d'autres pays comme l'Algérie. Il faut faire pression sur les visas. Comment vous faites pour demander à un pays son gaz quand vous lui dites ah mais je coupe par ailleurs? Mais je vais vous dire, l'Algérie et dont d'ailleurs les dirigeants n'ont cessé de manifester une hostilité à l'égard de la France depuis maintenant plusieurs années, est très attachée au visa, est très attachée au transfert de fonds privés, est très attachée à l'aide au co-développement qui est donnée par la France dans un élan de générosité à un certain nombre de pays africains et parfois à juste titre. Donc la question que je mets sur la table, c'est la question du rapport de force diplomatique. Quand on a un ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui va se prosterner en Algérie et rendre hommage au FLN, c'est-à-dire à une organisation terroriste qui a commis des crimes, et notamment des crimes contre les Français, contre la police française. Référence, c'était il y a quelques mois. Alors, on n'est pas pris au sérieux. Pourquoi vous dites cela? Je vous en prie. Alors, on n'est pas pris au sérieux. Quand on a un président de la République qui nous explique que la colonisation a été un crime contre l'humanité, alors on n'est pas pris au sérieux. Il est revenu sur cela. Oui, il est revenu sur beaucoup de choses, Emmanuel Macron. En fait, il y a Emmanuel Macron du lundi, un Emmanuel Macron du mardi, du mercredi, du dimanche, qui passe son temps à se contredire. Donc je dis juste une chose. La sécurité en France et l'immigration, c'est une affaire de volonté politique, c'est une affaire de moyens. Et c'est aussi une affaire de doctrine. En matière pénale, il faut rétablir des peines planchées, il faut mettre fin aux remises automatiques de peines, il faut créer des nouvelles places de prison, il faut expulser les 25% de détenus étrangers et rétablir la double peine. Vous dites c'est politique. Donc on peut s'entendre que la reconquête des quartiers, ça peut prendre un certain temps. D'ici là, est-ce que vous conseilleriez, notamment aux jeunes femmes, d'être justement de plus en plus prudentes, d'avoir des comportements de plus en plus sécuritaires, parce qu'elles doivent accepter, entre guillemets, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, certains territoires leur seront inhospitaliers, leur seront hostiles. Mais je n'ai pas besoin de le faire, elles le font déjà. Les femmes qui nous regardent ou les mères de famille qui nous regardent sont extrêmement inquiètes quand elles sortent ou quand leur fille ou leur fils sort. Voilà, elles modifient leur tenue quand elles passent d'un quartier à l'autre. Elles ne se maquillent plus en fonction du quartier qu'elles fréquentent.
elles préfèrent payer plus cher et prendre des Uber ou des taxis le soir en sortant du restaurant ou en sortant de boîte de nuit plutôt que de prendre les transports en commun. Or, les femmes françaises savent très bien qui sont les gens qui les agressent. Voilà. Et les profils sont systématiquement les mêmes. Des gens qui sont connus des services de police, des gens qui, bien souvent, sont étrangers. Pardon, 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers. 50% des contentieux administratifs en France sont des contentieux administratifs liés à l'expulsion des étrangers. Dans les grandes villes, la délinquance vient des mineurs étrangers non accompagnés. Donc, si vous voulez, je veux dire, je pourrais passer des heures à vous démontrer tout cela. Mais les Français connaissent cette réalité-là et les Français savent très bien que aujourd'hui, l'État, la justice et le maintien de l'ordre est du côté, malgré le travail admirable que font les policiers, hélas, du côté des agresseurs qui sont, quand ils sont interpellés par un travail exemplaire des policiers, remis en liberté 2 jours après quand c'est pas 24 heures. Jordan Bardella, on va continuer cette émission. Il nous reste une partie parce qu'on l'oublie presque, mais vous êtes en campagne. Ça fait 1 an et demi qu'on est en campagne maintenant. Les régionales, la présidentielle, législative, le congrès. Au sein du congrès du Rassemblement national, face à lui à l'eau. Alors la position du favori n'est pas toujours très agréable, contrairement à ce que l'on croit. On va en parler. À tout de suite. Et merci à vous de nous suivre en direct sur Europe 1 et CNews et bien sûr avec notre partenaire Les Échos. On va évoquer, Jordan Bardella, le congrès du Rassemblement national. Mais tout d'abord, une question sur ce qui est appelé l'affaire Quatennens, autour d'Adrien Quatennens, visé par une seconde main courante portée par sa femme. Cette fois-ci pour un signalement de SMS qui serait de nature, pour des faits en tous les cas de harcèlement. Que révèle cette affaire et ses suites aujourd'hui pour vous ? Bon, il y a 2 choses. D'abord, il est très difficile de traiter une affaire lorsque, en fait, la moindre étape de la procédure se retrouve dans la presse. J'ai entendu d'ailleurs un appel à une forme de pudeur juridique de la part du ministre de la Justice. Je dois avouer que j'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais je pense que sur ce point, il avait raison. Maintenant, si vous voulez, il y a une forme d'ironie, de tragique de l'histoire, parce que cette gauche-là a passé son temps à s'ériger en redresseuse de tort, à faire la morale à tout le monde depuis 30 ans, et on s'aperçoit qu'en fait, ce sont ceux qui hurlent le plus fort qui sont en fait les premiers concernés par ces affaires, et que, en vérité, une très grande partie de la gauche, aujourd'hui, est en train de se prendre les pieds dans le tapis, parce que quand ça concerne quelqu'un qui n'est pas de gauche, qui est considéré comme étant membre du camp du mal, la moindre suspicion, vous êtes cloué au pilori, il faut démissionner, rendre vos mandats et vous enterrer. Voilà. Quand c'est la gauche, il n'y a pas de problème. Quand ça les concerne, on reste en poste, on trouve des diversions pour rester coprésident de groupe, etc. Donc il y a une forme d'hypocrisie totale. La gauche est prise à son propre piège, en réalité, et se prend les pieds dans une révolution qu'elle a elle-même instaurée, qui a eu des bons côtés. Hein. Attention, parce que évidemment que le mouvement MeToo et la libération de la parole de la femme est indispensable. Je veux dire, d'avoir parlé... Mais vous dites attention aux outrances dans tel mouvement ? Non, mais je dis que ils sont d'une hypocrisie absolue, si vous voulez. Mais la gauche qui passe son temps à hurler sur ces questions, ce sont, si vous voulez, c'est Jonathan Daval qui participe à la Marche Blanche. Voilà, c'est-à-dire que... je ne sais pas si comparaison vaut raison. Hein, c'est-à-dire que c'est les premiers concernés par les violences congales, alors que ça fait 10 ans qu'ils participent de ces violences, en réalité. Ils sont tombés dans leur propre piège. Quel piège ? Mais le piège de s'être érigé en donneur de leçons à la terre entière, alors qu'eux-mêmes sont concernés par ces affaires-là. Enfin, je veux dire, c'est le naufrage moral de toute cette gauche qui nous a tapé sur les doigts, qui a fait la leçon à la terre entière depuis des années et des années. Monsieur Bayou, les Verts, la France Insoumise, Quatennens, mais ils font la leçon à tout le monde. Ils ont érigé un camp du bien, un camp du mal. Voilà. Et quand c'est Gérald Darmanin, Damien Abad, qui pourtant sont pas des amis politiques, qui sont concernés par ce type d'affaires, la moindre accusation, et moi je suis attaché à l'état de droit, avant même le moindre étude de témoignage, la moindre enquête, la moindre procédure, il faut démissionner. Voilà, il faut démissionner, il faut tout arrêter, il faut quitter son mandat. Or, je note que quand c'est eux qui sont concernés, qui font des aveux de culpabilité, eh bien, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, M. Mélenchon, c'est absolument scandaleux. Quand Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens ne démissionne pas de son mandat. Quand Jean-Luc Mélenchon... Il y a à se taire dans l'hémicycle par Sandrine Rousseau. Vœu de discrétion. Oui, écoutez, voilà. Mais je veux dire, quand Jean-Luc Mélenchon parle de courage, de confiance, de dignité, cette gauche-là, c'est l'éloge permanente de la culpabilité. Donc, si vous voulez, il y a une forme quand même d'ironie et de tragique de l'histoire. Avoir la gauche qui a érigé
qui s'est érigée en redresseuse de tort à être aujourd'hui prise dans ce système qu'elle a elle-même contribué à créer. Venons-en au congrès du Rassemblement national. C'est retour à la maison de la mutualité pour le RN. C'est dans cette salle parisienne que se déroulera, ce sera le samedi 5 novembre ouais, prochain, le 18e congrès du RN. Je précise que, évidemment, les votes sont d'ores et déjà ouverts. Vous êtes face à Louis Alliot. Bon, on a l'impression, Jordan Bardella, que tout change pour que rien ne change. Est-ce qu'il peut y avoir un inventaire, par exemple, de tout ce qui s'est passé ces dernières années, des candidatures de Marine Le Pen, ou est-ce que c'est simplement qui va prendre la tête du parti ? L'élection vise à choisir le nouveau président du parti politique. Moi, si vous voulez, je m'inscris dans un changement dans la continuité parce que Marine, depuis 10 ans... Elle veut tout dire et rien dire. Je pense que en 10 ans, le Rassemblement national est passé de l'espoir au pouvoir. C'est-à-dire que Marine Le Pen a pris un mouvement politique dont la culture majoritaire était celle de l'opposition, qui a mis sur la table des sujets comme l'immigration, la laïcité, la souveraineté, l'Europe des nations, le patriotisme économique, qui sont aujourd'hui des sujets d'ailleurs partagés par toute la classe politique et dans la bouche de tous les dirigeants politiques, pour en faire un mouvement politique qui est au seuil du pouvoir. Donc si vous voulez, moi je souhaite faire prospérer son héritage. Je souhaite continuer à amplifier, à fructifier cette culture de la victoire que nous avons développée, parce qu'on a la conviction qu'après Emmanuel Macron, ce sera nous, et que nous allons succéder à Emmanuel Macron. Donc tout l'enjeu pour nous n'est pas simplement de nous opposer pour nous opposer, mais de préparer l'alternance et de préparer l'accession au pouvoir. Parce que je pense que nos idées sont majoritaires dans le pays et que ce réveil des peuples doit maintenant arriver en France. Donc vous êtes le président du parti qui amènera, ou qui espère amener le RN au pouvoir. C'est mon ambition. Mais est-ce que vous êtes d'accord en tout et surtout avec Marine Le Pen, ou est-ce que ce congrès peut être aussi l'occasion pour vous d'exprimer des nuances, et notamment par rapport à Louis Alliot? Écoutez, quand on gère... Un changement, c'est forcément synonyme aussi de sensibilité, de touche personnelle, mais ça c'est normal parce que on n'est pas des clones. Et d'ailleurs, vous parlez de Louis Alliot, même si avec Louis on partage la même ligne politique et la même volonté de faire prospérer ce que nous lègue Marine Le Pen à la tête du mouvement, il y a vous deviez le formuler, des sensibilités, des différences de parcours. Moi, écoutez, je pense d'abord aujourd'hui avoir le socle le plus solide pour remporter cette élection. Les 3/4 des cadres, des élus du Rassemblement national qui m'ont apporté leur soutien. J'ai fait 4 ou 5 meetings ce week-end. Il y avait 400-500 personnes, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc les gens sont là, motivés. On a 12 000 adhésions supplémentaires depuis le 1er septembre. Et il n'y a aucun autre mouvement politique qui peut se targuer d'une telle dynamique. Ce qui veut dire que ce qu'on a créé à la présidentielle et aux législatives ont suscité une attente chez des millions de Français. La question, c'est votre image. Et puis, vous entendez ce que dit, par exemple, enfin, je ne vais pas rapporter des on-dit, mais le camp Alliot... Non, affirme, et c'est le cas. Vous êtes jeune, c'est une réalité. Mais un jeune loup aux dents trop longues qui n'attendra pas bien longtemps avant de prendre la place de Marine Le Pen. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est des... Je sais pas ce que vous l'entendez. Non, mais c'est un peu... C'est une forme d'aigreur. Voilà, c'est des offres qui sont tout le temps de toute manière anonymes. Je veux dire, j'ai une relation d'une très grande confiance avec Marine. Elle m'a confié la tête de liste aux élections européennes, la vice-présidence du RN, la présidence par intérim. Et moi, je souhaite aujourd'hui poursuivre ce qu'elle a entamé. Je sais ce que je lui dois. Voilà, moi je pense qu'elle est aujourd'hui, et je le dis sans aucune ambiguïté, la personne la mieux placée au sein du camp national pour porter nos idées en 2027. Et pour moi, sa candidature relève de l'évidence. Parce qu'elle a acquis aujourd'hui, si vous voulez, une légitimité, une autorité, une popularité au sein du pays, au sein de l'électorat, au sein des patriotes, qui n'a aucun égal aujourd'hui. Et moi, je serais à ses côtés si elle souhaite évidemment se représenter en 2027. Vous faites souvent référence à votre lucidité depuis une 50aine d'années. C'est un terme qui revient souvent. Donc parler de 50 ans, c'est pas seulement parler de Marine Le Pen, mais aussi de Jean-Marie Le Pen. Que reste-t-il dans l'héritage de Jean-Marie Le Pen, que reste-t-il de vivant aujourd'hui au Rassemblement national? Je cite Louis Alliot, je me permets de le citer pour vous placer peut-être le contraste. Jean-Marie Le Pen, il a posé de bonnes questions, il a apporté des mauvaises réponses. Louis Alliot, partageriez-vous ce diagnostic? Moi, j'ai du respect pour Jean-Marie Le Pen parce que je pense qu'il a évidemment créé le mouvement que je souhaite aujourd'hui présider définitivement pour les 5 prochaines années. Mais le Rassemblement national et le Front national ont considérablement changé de nature. C'est-à-dire que ça a été pendant très longtemps un parti qui a mis sur la table un certain nombre de sujets dont on a parlé, mais qui n'était pas habité par cette culture de gouvernement que Marine a instaurée depuis en réalité 10 ans. Et on a cessé de progresser depuis 10 ans. Donc cette stratégie est la bonne. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on était en désaccord. Aussi, non, mais il y a beaucoup de choses. Il y a un certain nombre de phrases et d'excès verbaux que évidemment je ne reprendrai pas. Mais nous ne sommes pas de la même génération. Je veux dire, le mouvement aujourd'hui n'est pas le mouvement d'il y a 50 ans. C'est une évidence. Mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que, si vous voulez, moi je veux dire aujourd'hui, au-dessus d'Éric Zemmour, aux orphelins de LR,
à tous les patriotes, qu'ils viennent de la droite ou de la gauche, nous sommes le mouvement politique qui va permettre à vos convictions, à vos idées de s'exprimer au pouvoir dans 5 ans. Donc venez avec nous, venez travailler avec nous. Je veux dire, ce qu'on est en train de construire, c'est-à-dire l'alternance à la France, c'est peut-être l'aventure la plus exaltante qu'on ait à bâtir dans un engagement politique. Éric Zemmour, des déçus peut-être des LR aussi. On a vu ce qui s'est passé en Italie tout récemment. Est-ce que la situation italienne vous inspire? Votre parti frère là-bas, globalement, la Ligue, n'est pas nécessairement en première position. Que vous inspire la situation italienne pour la France? Mais la France et l'Italie ont 2 modes de scrutin qui sont radicalement opposés. Je veux dire, en Italie, vous faites 25% des voix, vous êtes au pouvoir. En France, il faut faire 50% et 1 voix. Donc moi, je veux m'adresser à tous les électeurs, aux gens qui sont déçus de LR, de Reconquête, d'autres mouvements politiques, de la gauche, de venir travailler avec nous. Parce que si vous voulez, cette union des souverainistes, des patriotes, et j'ai entendu d'ailleurs Nicolas Dupont-Aignan en appeler à cette union, elle se fait derrière le Rassemblement national. Donc venez travailler avec nous et venez construire cette grande alternance. Voilà pour l'appel que vous avez lancé ce dimanche. Merci Jordan Bardella. On arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été notre invité en direct sur Europe 1, CNews et puis évidemment notre partenaire Les Échos. On vous souhaite un très bon dimanche et je remercie mes camarades Mathieu et Nicolas. À très bientôt.